Ce webinaire est enregistré. Donc voilà, donc les quelques personnes qui sont un petit peu en retard pourront prendre en route et puis après regarder ce qu'elles ont manqué. Vous pourrez aussi donc avoir à disposition le replay de ce webinaire. Donc ce webinaire qui vous est présenté aujourd'hui dans le cadre de la coopération franco-suisse animé par arcjurassien.org. Donc arcjurassien.org, pour information ou pour rappel, c'est la plateforme de concertation politique et technique qui existe depuis 40 ans cette année entre les 4 cantons de Berne, du Jura, de Neuchâtel et de Vaud, la région Bourgogne-Franche-Comté et la préfecture de région Bourgogne-Franche-Comté. On a vocation, voilà, à favoriser, promouvoir et faire émerger les coopérations sur le territoire de l'arc jurassien franco-suisse. Et pour cela, donc, on a à notre disposition plusieurs outils. Dans le cadre de cette célébration, on va dire, des 40 ans, il nous a semblé opportun de proposer une présentation d'une étude sur les perspectives démographiques qui a été menée par le service statistique du canton de Vaud pour le compte d'arcjurassien.org et qui en fait se propose de présenter justement un peu une prospective démographique à l'horizon 2050 sur les territoires transfrontaliers de l'arc jurassien. Alors les études de prospective démographique, elles existent. Là, l'intérêt de celle-ci, c'est qu'elle est faite en franco-suisse et donc on a des chiffres sur les territoires transfrontaliers et non plus seulement de chaque côté de la frontière. Voilà, donc aujourd'hui, on est sur le territoire spécifiquement qu'on appelle, nous, l'arc jurassien, l'agglomération urbaine du Doubs et les parcs du Doubs. Il y aura également encore après-demain et la semaine prochaine 2 autres webinaires sur les 2 parties plus au sud de l'arc jurassien, étant entendu qu'hier nous avons eu le premier webinaire de ce type sur la partie nord de l'arc jurassien. Voilà, tout ça là sera disponible bien sûr en ligne et pourra vous être transmis en tant que de besoin. Sans plus tarder, je vais laisser la parole aux spécialistes de la question, donc de la statistique, qui sont donc mes collègues de l'OSTAGE. L'OSTAGE, c'est l'Observatoire statistique transfrontalier de l'arc jurassien. Et donc, je vais les laisser effectivement présenter les résultats de cette étude qu'ils ont pu un petit synthétiser et rendre plus, on va dire, accessible, compréhensible et communicable donc ces résultats sur ces perspectives démographiques 2050. Donc Nordine, Jérôme, je vous passe la parole. Merci. Oui, J'oublie de dire, parce que j'ai oublié de le dire hier, Nordine, excusez-moi. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez utiliser le fil de conversation, hein, le chat, pour poser vos questions, faire vos remarques, etc. Et puis on y répondra voilà, au fur et à mesure ou à la fin de chaque partie en fonction des questions qui seront posées. Merci et Nordine, à toi. merci Nicolas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire consacré aux perspectives démographiques à l'horizon 2050 pour les 4 territoires de coopération. Notre intervention se fera à 2 voix avec mon collègue Jérôme Mathias de l'INSEE Bourgogne-Franche-Comté et moi, je suis Nordine Mamda, donc chef de projet de l'Observatoire côté suisse. Voilà, l'objectif de notre présentation, c'est de vous approcher ou de comprendre comment ces dynamiques démographiques vont évoluer dans cette région. Nicolas l'a rappelé, effectivement, les perspectives existent, que ce soit en France, en Suisse, au niveau cantonal, au niveau de la région. Mais la plus-value, c'est d'avoir une vision transfrontalière de ces perspectives, mais en même temps, c'est une contrainte parce que, il y a des choses qui ne se chevauchent pas en termes de données, en termes de structure, mais c'est un défi pour les statisticiens de réaliser une telle étude. Euh, je rappelle aussi que notre but ici, c'est pas de prédire l'avenir avec certitude, mais plus d'explorer les différentes possibilités ou trajectoires futures en termes démographiques. Notre présentation, on commencera par une intro sur les périmètres, une introduction sur le périmètre. Vous exposez ensuite quelques éléments méthodologiques avant les résultats réservés en particulier au territoire des parcs et agglomérations urbaines du Doubs. Et on ouvrira les questions et échanges à la fin. Mais cela dit que
peut-être pour rendre aussi la présentation un peu plus dynamique, s'il y a une question au milieu de la présentation, bon, on s'arrêtera pour y répondre. Le périmètre, donc ce que vous avez à l'écran, c'est le périmètre, la carte de l'arc jurassien franco-suisse, avec ces 4 territoires de coopération identifiés par leur couleur. Je rappelle que l'Observatoire statistique transfrontalier de l'arc jurassien, actif de part et d'autre de la frontière, côté suisse, on a l'implication des 4 cantons, donc le canton de Jura, Neuchâtel, Berne et le canton de Vaud. Et pour la partie française, on a une bonne partie de l'ancienne région Nord-Franche-Comté. Euh, les perspectives démographiques ont été faites uniquement sur ces 4 territoires de coopération dont toute l'ère d'influence qui en blanc n'est pas prise en compte. C'était l'option définie au départ de l'étude, confiée à Statistique Vaud, qui est quand même un centre de compétences en matière de statistiques prospectives. Ils ont l'habitude de faire ce type de travail. Et puis, il est conclu par l'étude est conclu par un rapport technique qui est sur notre site Internet. Et puis, à partir de ce rapport, ben, nous, dans le stage, on a réalisé une synthèse qui reprend qui analyse le cumul des 4 cantons avec un focus à chaque fois sur les territoires. 4 feuilles statistiques pour chacun des territoires. Nous avons aussi avec nous, je pense, les démographes de Statistique Vaud, que j'inviterai à intervenir s'ils le souhaitent. C'est eux qui ont réalisé l'étude finalement. Pour les éléments méthodologiques, en amont des résultats, je pense pour nous, il était aussi important d'exposer la démarche utilisée par je vois rien, les statisticiens du canton de Vaud dans la réalisation de cette étude. Et puis, la première chose, c'était la définition des hypothèses. La définition des hypothèses, ce n'est pas une simple extrapolation des données existantes. Elle part d'un vrai travail, un vrai modèle statistique qui part effectivement de ce qu'on a déjà observé dans ces dernières années, alimenté par des avis d'experts qui connaissent mieux le terrain et qui apportent quand même des facteurs d'ajustement à ces perspectives. Une fois qu'on a défini les hypothèses, ben, on formule des scénarios. Un scénario moyen, globalement, qui prolonge la tendance. Un scénario avec des perspectives fortes de croissance en matière de migration, de fécondité, d'espérance de vie, et un scénario plus pessimiste qui tire la croissance vers le bas. Ensuite, on réalise les projections. Les projections sont réalisées par région, par sexe et par âge, et il tient quand même compte des spécificités françaises et suisses, étant donné que les calculs, vu quand même que la disponibilité des données, elle est pas la même entre la France et la Suisse. Et pour avoir une vision détaillée et dynamique, donc les démographes ont réalisé les projections et ont réalisé les projections séparément, les hypothèses séparément sur les 8 sous-territoires. Donc pour chaque territoire, on a pris la partie française séparément, la partie française suisse séparément, puis on a réalisé les hypothèses. Ce qui permet après d'avoir une vision proche de la réalité de chaque territoire. Alors, ensuite, l'explication, ensuite, on s'intéresse aux composantes, de composantes utilisées pour ces projections démographiques. Nous avons 3 composantes. Donc, on a les naissances, les naissances à travers des hypothèses de la fécondité et de l'âge moyen des mères, donc qu'on mesure après par l'enfant le nombre d'enfants par femme. Ces 2 paramètres quand même évoluent dans le temps, puis peuvent influencer le ratio des naissances par âge chaque année. Nous avons également la deuxième composante concerne les décès, qui prend en compte la mortalité et la longévité, et l'indicateur utilisé pour comptabiliser ça, c'est l'espérance de vie. Et la dernière composante, c'est la composante migratoire, donc les arrivées et les départs. Les hypothèses sont faites à travers les flux migratoires, et l'indicateur pour
utilisé, c'est le solde migratoire. Je rappelle ici, dans les flux migratoires, donc tous les flux sont pris en compte, que ce soit les flux avec les autres territoires ou vers l'aire d'influence ou les arrivées et le départ depuis l'étranger. Donc finalement, c'est la combinaison de ces hypothèses qui permet de modéliser les différentes trajectoires démographiques plus ou moins dynamiques selon ce qu'on met dedans. La méthode utilisée, la méthode de projection par anticipation, c'est prendre la population d'une année 1 et calculer à partir de la population de l'année passée, puis on rajoute les naissances et les arrivées de l'année A, puis on soustrait les départs et les décès. Comme ça, on aura notre population de l'année A, puis c'est reproduit chaque année. Donc, en quelque sorte, on fait naître les gens, vieillir, mourir virtuellement chaque année jusqu'à l'année de référence 2050. Finalement, une fois que ce travail est fait, on arrive à construire notre scénario à travers la combinaison des hypothèses, des composantes, puis on établit trois scénarios. Un scénario moyen. Le scénario moyen, c'est généralement la poursuite des tendances actuelles avec un niveau modéré des trois composantes, la migration, la fécondité et la longévité. Un scénario un peu plus optimiste. On prévoit un solde migratoire dynamique. On prévoit aussi une fécondité importante et une espérance de vie qui va encore augmenter fortement. Et enfin, on a un scénario pessimiste qui tirera la croissance vers le bas. Donc, dans ce scénario, il y a une baisse de flux migratoires. Il y a l'espérance de vie augmente, mais très lentement. Et finalement, la- la baisse de une fécondité plus faible, pardon. Donc c'est vraiment, ça permet quand même d'utiliser des fourchettes et de tenir compte de l'incertitude démographique de l'avenir. Finalement, on obtient des résultats. On vous expose rapidement les résultats de l'ensemble de l'arc jurassien ou de l'ensemble des quatre territoires avant de faire un focus sur le territoire des parcs. Sur l'ensemble des territoires, donc on a remarqué qu'on avait une évolution depuis les années 90 jusqu'en 2020 de passer 100 000 habitants. Et avec les scénarios qu'on prévoit, il y a l'augmentation de 2020 à 2050 ne dépasse pas 20 000 habitants. Donc on est autour de 2,5% sur l'ensemble de la période. Cela est dû essentiellement à la baisse du solde naturel qui est négatif déjà depuis les années de 2024 et un solde migratoire certes diminué mais qui contribue encore à la croissance. Les deux scénarios, donc on a des fourchettes entre la population dont le meilleur cas arrivera à moins de 900 000 et dans le pire des cas, on aura une baisse de la population par rapport aux années 2020. Donc voilà, le scénario moyen, au moins, il anticipe une croissance de 2,5% dans les 30 prochaines années, qui reste un peu plus faible à ce qu'on a vécu depuis les années 90, mais on maintient au moins la croissance. Voilà, je ne sais pas si à ce stade, on a des questions. Ce n'est pas le cas. Excusez-moi, j'ai Oui, j'ai une question. oui. Bonjour. J'aurais voulu savoir si que vous avez étudié, savoir si le solde, enfin, on était en croissance due à l'arrivée de nouvelles populations ou par rapport au taux de naissance, enfin, par rapport à la fécondité. La croissance affichée à l'écran, de toute manière, surtout pour le solde naturel, est due essentiellement au solde migratoire, parce que le solde Ouais, naturel commence déjà à être négatif à partir de 2024. On, d'accord. on le verra peut-être un peu plus avec le slide consacré au territoire des parcs, mais on avait un autre slide sur l'ensemble. Je ne sais pas si je l'ai sous la main, puis on voit clairement, je vais essayer peut-être juste de le présenter si j'arrête. Et puis, j'ai un PDF ici. Euh, alors,
Voilà, je ne sais pas si vous Oui, voyez, regardez dans le PDF, on voit clairement le solde naturel, c'est ce qui est en vert ici. d'accord. On voit clairement que dès le début des années 2020, à partir de 2024, la contribution de solde négatif devient négative dans la croissance. Et c'est essentiellement le solde migratoire qui compense le solde naturel et qui contribue quand même à maintenir cette croissance. Très bien, merci. Voilà, je vais juste enlever ça et arrêter le partage et revenir à ma présentation. Voilà. Et puis, je profite par l'occasion de passer la parole à mon collègue Jérôme Mathias qui poursuit la présentation avec le focus sur le parc du Doubs et agglomération urbaine du Doubs. Oui, merci Nandine. Effectivement, je vais présenter donc, les résultats sur le territoire du parc du Doubs et de l'agglomération urbaine du Doubs. Donc, c'est un territoire sur lequel on a l'agglomération de la Chaux-de-Fonds-le-Locle du côté suisse. On a Morteau en face. Et puis, voilà, un territoire qui est assez étendu du côté français et plus dans la montagne du côté suisse. Donc, c'est 143 000 habitants en 2019, 8% de la population de l'arc jurassien. C'est le plus vaste des territoires de coopération, notamment du côté, de par sa partie française, qui est aussi très rurale. Donc, c'est le moins peuplé également. Avec une population du côté France qui est plus jeune que du côté suisse. On a 68 000 emplois, dont 2 tiers sont en Suisse, avec le centre économique de la Chaux-de-Fonds et du Locle, hein, qui est une agglomération quasi transfrontalière et où il y a 50 000 habitants, qui représente la moitié de l'emploi. C'est le territoire donc le plus industriel des quatre, avec notamment cette forte présence de l'industrie horlogère de façon historique du côté du Locle et de la Chaux-de-Fonds. Un nombre important de frontaliers. C'est un tiers des frontaliers de l'arc jurassien. Et donc, du coup, avec une attraction, un territoire du coup qui est relativement attractif pour l'installation de frontaliers pour pouvoir travailler en Suisse. Et du coup, avec comment dire, la présence d'un tissu industriel fort du côté suisse autour de l'horlogerie, mais aussi du côté français avec historiquement une spécialisation dans l'horlogerie et dont il reste encore en termes de formation des écoles, donc, ce qui permet aussi d'alimenter les frontaliers et le besoin de main-d'œuvre qualifiée du côté suisse concernant l'horlogerie. Donc, sur les hypothèses liées à ce scénario, là, on est sur les hypothèses de fécondité. Elles sont, en fait, c'est les mêmes pour tous les territoires. Elles sont juste individualisées sur la partie française et de la partie suisse. On a conservé les spécificités de la fécondité. Donc, les experts de Sadvo ont conservé les spécificités à la fois françaises et suisses pour chaque côté de la frontière. Donc, du côté, avec des niveaux qui sont relativement proches d'autres exercices qu'on puisse faire au niveau national, que ce soit en Suisse ou en France, et des indicateurs au final relativement proches des derniers indicateurs observés. Donc, la fécondité du côté français pour le scénario moyen, elle est fixée à 1,65 et à 1,40 enfants par femme du côté suisse. Et le scénario haut ou le scénario bas se déduisent de ce niveau
par comment dire, plus 0,15 ou moins 0,15 sur cet indicateur du scénario moyen. Donc, du côté français, ça fait 1,50 contre 1,8 pour le scénario haut, et du côté suisse, 1,25 pour le scénario bas contre 1,55 pour le scénario haut. Voilà. Concernant l'espérance de vie, donc on est toujours sur une hypothèse de prolongement de la durée de vie, donc avec une augmentation de l'espérance de vie de l'ordre d'1 an tous les 10 ans pour les femmes, et un peu plus pour les hommes, ce qui revient à rapprocher un petit peu l'espérance de vie des hommes par rapport à l'espérance de vie des femmes. Également, une certaine convergence entre les territoires également. Donc là aussi, c'est des hypothèses qui sont proches de celles qui sont formulées au niveau national et même international. Par contre, cette espérance de vie, contrairement à l'indicateur de fécondité, elle est territorialisée. C'est-à-dire, c'est la tendance qu'on projette qui est relativement similaire, mais par contre, on part de l'espérance de vie effectivement observée dans les territoires qu'on fait évoluer. Donc, sur la dernière partie, c'est le sol migratoire. Donc, du côté de la partie française, donc on était sur des sols migratoires encore positifs, même s'ils s'approchaient dans les dernières années de l'équilibre. Donc, le sol migratoire, c'est le nombre de personnes qui rentrent dans le territoire chaque année par rapport à ceux qui sortent du territoire. Donc, lorsqu'il est positif, on a plus de personnes qui arrivent, et lorsqu'il est négatif, il y a moins de personnes qui arrivent. Et donc, l'hypothèse basse, elle prend en compte du côté français la relative saturation de ce territoire, liée notamment au transport routier, qui sont un facteur limitant dans ce territoire. Hein, pour passer de Morteau au Locle, il faut passer par un col. Et puis, la présence d'espaces naturels aussi du côté français qui limite l'urbanisation. Donc, l'hypothèse basse conduit à un sol migratoire légèrement négatif en 2050, et l'hypothèse haute à un sol migratoire qui serait positif. Et puis, on a une hypothèse moyenne entre les deux. Sur la partie suisse, cette hypothèse reprend les hypothèses qui ont été déjà faites pour le même exercice du côté du canton de Neuchâtel. Voilà, alors avec éventuellement un regain au niveau du sol migratoire en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment le développement autour du pôle Le Cré-du-Loc, un regain d'attractivité des zones de montagne liées au réchauffement climatique, et puis à des effets de domiciliation qui pourrait y avoir au niveau des frontaliers en fonction de la politique d'accueil du canton de Neuchâtel. Donc, le scénario moyen, on est à environ 200 habitants, enfin 200 arrivées supplémentaires par rapport au départ sur l'ensemble de la période. Le scénario haut, on est plutôt dans les plus 400, et dans le scénario bas, on est quelque chose qui est relativement proche de l'équilibre, qui est sans doute encore un petit peu positif. Hein? Donc, au niveau donc c'était un territoire qui, jusqu'au milieu des années, enfin jusqu'en 2015, dont la population augmentait un peu, qui a connu un petit recul dans les dernières années.
et qui devrait tout de même quand même conserver une certaine croissance démographique en gagnant 5000 habitants en 2050. Donc, voilà, par rapport à 2020. Le scénario haut aboutirait à une hausse de 16 000, presque 17 000 habitants. Et le scénario bas, un recul de 6 000 habitants en 2050 par rapport à 2020. Donc, sur l'évolution du scénario moyen, donc on aurait une augmentation donc relativement uniforme tout le long de la période, avec une légère baisse sur la fin, liée notamment à la dégradation du sol naturel en fin de période à partir de 2040, et un solde migratoire qui serait conservé comme positif, hein, avec plus 0,1 de contribution annuelle. Mais effectivement, en fin de période, on arriverait à un équilibre, voire on serait rattrapé par la dégradation du sol naturel qui conduirait à une baisse en fin de période. Donc sur la période 2040-2050. Voilà, sur l'ensemble donc de la période en relatif, ça ferait une croissance relativement modérée de 4% pour le scénario moyen. Pour le scénario haut, l'augmentation serait de l'ordre de 12%. Et pour le scénario bas, on aurait un recul de 4%, avec comment dire, une population qui diminuerait par rapport à son niveau de 2020 à partir de 2035. Donc, sur les classes d'âge, donc pour la population des moins de 20 ans, donc c'est notamment la population qui est scolarisée. Le scénario moyen projette une baisse de 5000 personnes à l'horizon 2050, soit une baisse de 15%. Cette baisse serait entièrement connue entre 2020 et 2040. À partir de 2040, elle se stabiliserait. Donc, selon le scénario moyen. Dans le cadre du scénario haut, après avoir connu un niveau bas autour de 2035, la population des moins de 20 ans reviendrait à un niveau relativement proche de son niveau de 2020, avec un niveau inférieur de 600 personnes, soit 2%. Donc un recul relativement modéré. Dans le cadre du scénario bas, le recul serait beaucoup plus important, presque de 28%, avec une baisse de 9300 personnes. Pour l'essentiel, toujours sur la période 2020-2040. Pour donc les 20-64 ans, c'est la population en âge de travailler, notamment celle qui contribue activement à l'économie productive et à la création de richesses. Donc cette population, selon le scénario moyen, resterait relativement stable jusqu'en 2040. À partir de cette année-là, elle faiblirait, elle commencera à baisser pour arriver à un niveau 2% inférieur à son niveau de 2020, avec une perte de 2000 personnes. Dans le cadre du scénario bas, cette perte serait plus importante, de l'ordre de 9%, avec une perte de 7000 personnes. Et dans le cadre du scénario haut,
Donc, on aboutirait à un gain de 3600 personnes, soit à peu près 4%. Dans tous les cas, à partir de 2040, on aurait un reflux de cette population, sachant qu'effectivement, avant, on aurait soit une baisse, soit une hausse de la population selon le scénario qui se produira effectivement. Pour la population des 65 ans et plus qui était en croissance, elle continuera à croître selon le scénario moyen, mais aussi selon tous les scénarios. Donc, avec une augmentation du nombre de 65 ans et plus, compris entre 10 000 pour le scénario bas et presque 14 000 pour le scénario haut, et de 12 000 personnes selon le scénario moyen. Donc, ça fait une fourchette entre 39 et 52% d'augmentation de cette population. Voilà. Donc, si on reprend donc, sur une pyramide des âges, l'état de la population en 2020 ou en 2050 par rapport à celle en 2020, on constate qu'effectivement, à partir sur la population des 75 ans et plus, on a une augmentation sensible en 2050 par rapport à 2020, une augmentation de l'ordre de 67%. Les personnes âgées entre 65 et 75 ans de l'ordre de 24%. Il y a ensuite sur les âges actifs, on va dire, le bas, on serait plutôt sur une baisse de moins 10%, le haut sur une hausse de entre 5 et 10%. Mais bon, en gros, ça bougerait assez peu. Et par contre, sur les jeunes, on retrouve le recul de 15% prévu par le scénario moyen. Merci Jérôme, peut-être Oui. Oui, non, je disais que peut-être on pourrait ouvrir aux questions avant de... Effectivement, c'est ce que je voulais proposer. S'il y a des questions avant de conclure avec une synthèse sur l'ensemble des territoires et surtout sur ce territoire en question. Donc, voilà. Y a-t-il des questions? Visiblement pas. Alors, ce qui nous permettra d'avancer sur une synthèse. Maintenant, on prendra un peu de hauteur pour situer ces résultats par rapport aux autres territoires de coopération. Finalement, on voit que la barre en gris, c'est l'ensemble, le cumul des 4 territoires. On était à 2 plus 5. Et puis, le territoire des parcs, il est juste au-dessus en quelque sorte, la moyenne de cumul des 4 territoires. Donc, en quelque sorte, il se situe dans une situation intermédiaire avec un pourcentage de 4% par rapport aux données de 2020. Le graphique représente l'évolution indicée depuis 2020. On verra par la suite cette différence entre un territoire qui est complètement négatif, Nord-Franche-Comté, canton de Jura, le territoire de parc, c'est un territoire intermédiaire qui reste quand même dans la moyenne. Si on regarde un peu plus loin, on compare avec les autres territoires, on voit clairement qu'il y a des différences au niveau des trajectoires démographiques des 4 territoires. Ça vient des hypothèses qui sont différenciées de départ. On remarque qu'il y a certaines zones qui ont bénéficié des projections relativement robustes par rapport à d'autres. Mais ce qu'on remarque clairement, c'est qu'il n'y a qu'une différence entre les territoires situés au nord de l'arc jurassien avec les territoires qui sont au sud de l'arc jurassien. Et puis, c'est une différence structurelle qui existait déjà
avant les années 20. Depuis, si on regarde les périodes, on a eu toujours ce côté un peu plus attractif au sud qui est côté nord avec un peu moins de population et qui perd ou qui peine à maintenir une croissance démographique stable. Notre territoire en question, il est dans une situation intermédiaire, mais qui finalement, entre le scénario bas et le scénario moyen, la différence est quasiment la même. On peut augmenter de 4% ou la population pourra baisser de 4%. Ce qu'on pourrait dire aussi qu'il n'y a pas une seule trajectoire lorsqu'on parle de l'arc jurassien, il faudra bien qu'on définisse que des trajectoires de population sont différentes et la présence des territoires de coopération qui sont finalement un regroupement fonctionnel permet de différencier ou permet un petit peu de nuancer parfois les conclusions sur l'ensemble du territoire. Chaque territoire a sa trajectoire, chaque territoire a sa propre structure économique et démographique, et ça se voit dans les projections. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi voilà, donc ça vient de la conclusion. Oui, ce que je pourrais dire aussi que d'une manière générale, puis Jérôme l'a rappelé avant, que la croissance dans l'arc jurassien ou dans le cumul des quatre cantons, elle sera portée par le solde migratoire. Le solde naturel, on a vu, qui devient déjà négatif à partir de ces années 2024, et c'est le solde migratoire estimé qui pourrait soutenir la croissance et la maintenir à ce taux qui est anticipé à 2,5%. En avançant dans la conclusion, on peut le voir aussi par période de 10 ans ici. On voit que la partie sud de territoire, on a une partie négative même avec une anticipation d'une croissance négative. Le parc du Doubs, avec sa situation intermédiaire, et un peu plus au sud, on a une population qui augmente, mais dans tous les cas, un solde migratoire qui baisse jusqu'à ce que devenir négatif à partir de 2040. Oui. Oui, voilà. Pour conclure, en revenant sur le territoire des parcs, donc on a remarqué que la croissance anticipée, c'est une croissance limitée, voire un recul si on voit le scénario bas, on est à moins 4%. Dans le meilleur des cas, le territoire pourrait gagner 17 000 habitants dans le scénario, et puis qu'on voit que le territoire connaîtrait un déclin à partir de 2045. Et puis on le rappelle aussi que le solde naturel est devenu négatif avec les conséquences sur le vieillissement de la population. Pour la répartition par âge, on a une baisse de 15% en 2050 selon le scénario moyen, une population active relativement stable, et baisserait de moins 25%, environ des années 2050. La population des 65 ans et plus. Moins 2%. Oui, Oui, c'est moins 2%. moins 2%, oui. C'est pour ça que j'ai hésité. La population des personnes âgées, les 65 ans et plus, on a une augmentation de près de 40% dans le scénario bas. Ça peut aller jusqu'à plus de la moitié dans le scénario haut. Et encore pour les 65 ans et plus, on a une hausse de 58% dans le scénario bas, à 77% dans les autres scénarios, avec toutes les implications que cela pourrait amener. Et une faute d'ordre. Finalement, pour conclure sur l'ensemble de l'arc jurassien ou sur le cumul des quatre territoires, on pourrait dire que les territoires de l'arc jurassien présentent des trajectoires différentes. On a une croissance au sud, une baisse, une stagnation, une baisse au nord, une forte hausse de la population âgée, même très, très âgée, spécialement dans le sud, un solde naturel qui est négatif, quel que soit le territoire, et un rapport entre les jeunes et entre les seniors et les jeunes qui augmente partout. Donc cette dépendance
Le rapport de dépendance des jeunes augmentera partout. Il arrivera même à 1,5, je pense, pour le territoire de Nord-Franche-Comté, territoire qui présente une baisse dans l'ensemble des scénarios. Voilà, je pense rapidement ce qu'on pourrait dire sur la présentation d'aujourd'hui. Ces documents, ils sont sur notre site internet. Donc, on a le rapport technique produit par les statisticiens du service statistique du canton de Vaud, qui est un rapport très détaillé, très fourni avec la méthodologie, les résultats et les données. On a la synthèse produite par l'Ostage qui fait, je pense, 6 pages avec une analyse globale sur l'ensemble, le cumul des 4 territoires et des focus sur chaque territoire à travers des feuillets statistiques. Et on reste évidemment à disposition pour répondre à vos questions ou encore approfondir ou un autre point. Bien, merci Et Jérôme voilà. et Nordine. Ben, comme vous l'avez dit, la tribune est ouverte. Donc, messieurs, dames, si vous avez des questions, des remarques, des compléments à demander, bien, n'hésitez pas à le faire dès maintenant, à lever la main. Et je vois qu'une main levée. Carole, c'est bien ça. Je te laisse Bonjour la à parole. tous, Carole Maréchal, Espace Nordique Jurassien. Écoutez, merci pour cette belle présentation de qualité. Je trouve que c'est fort intéressant de voir l'évolution géographique par territoire. Ce que j'ai trouvé pertinent et agréable moins, c'est le déplacement également de certains frontaliers qui peuvent, entre guillemets, résider en Suisse, si je comprends bien. Une orientation différente. Alors nous, c'est vrai qu'on travaille ce côté également activité, donc ski, randonnée et VTT. On est un petit peu aussi en attente par rapport à la problématique du transport des 2 côtés. Moi, j'habite Mout. Je connais le problème tous les jours avec les frontaliers et les accès. C'est vrai qu'on indique une évolution de la clientèle vieillissante jusqu'en 2040-2050. Est-ce que cette clientèle-là restera habiter la vallée ou pourra peut-être se délocaliser ailleurs pour revenir peut-être dans des villes plus pratiques ou plus accessibles? Est-ce que vous avez des infos là-dessus ou pas? Bon, pour ma part, pas, mais éventuellement, ça pourrait être aussi influencé par le prix de l'immobilier en cas d'augmentation forte du prix de l'immobilier, notamment du côté français. Oui. On peut penser qu'un certain nombre de retraités pourraient profiter pour bouger un petit peu, s'éloigner peut-être un petit peu de la frontière, tout en récupérant, comment dire, une marge financière intéressante. Mhm. Mais voilà, mais j'ai pas plus de choses à ce niveau-là. Je ne sais pas si Nouridine ou nos collègues de Stade Vaud ont des éléments à ce sujet. Il est clair que les projections ont été réalisées sur le nombre, le genre, mais pas sur le comportement, mais on peut imaginer ou penser qu'effectivement, cette population qui va grandir, elle va trouver aussi d'autres moyens peut-être de s'adapter à la situation ou peut-être éventuellement qu'il y a des politiques publiques qui vont accompagner cette augmentation, ce genre d'études, c'est de lancer ou de tracer un cadre. C'est pour ça qu'on dit bien, c'est une anticipation de la population, mais c'est pas une prédiction des chiffres. Donc, ça peut susciter aussi une anticipation des besoins et la mise en place des politiques qui vont quand même contourner ou accompagner cette hausse. Mais on n'a pas de données, on n'arriverait pas sincèrement, ou c'était pas le but dans le cas de cette étude de prédire ou d'anticiper le comportement de cette population. Merci. Peut-être je peux me permettre de... Aurélien Moreau, j'ai participé à la réalisation de cette étude. Ouais, on ne peut pas dire qu'on a... Je me permets d'intervenir. Oui, vas-y. Ouais. Oui, donc nous, on a
on peut pas prédire le comportement détaillé des personnes. Après, ce qu'on a pris en compte notamment, c'est comme ça a été dit, le réchauffement climatique pourrait éventuellement rendre certaines régions de montagne un peu plus attractives. Et puis, ce qui a été évoqué par certains experts qu'on a pu voir, c'était aussi le développement du télétravail éventuellement, qui avait été évoqué notamment dans le canton de Neuchâtel, par exemple, et qui pourrait éventuellement changer, changer certaines tendances et rendre des régions aussi plus attractives en lien avec l'attrait pour la nature, par exemple. Tout à fait. Ok. Il y avait Régis Borua qui voulait intervenir aussi. Régis, si tu souhaites. Oui, volontiers. Merci pour cette présentation. Je voulais savoir s'il est possible de connaître le type de données qui sont analysées pour effectuer ces projections démographiques et savoir qu'est-ce qui peut être déterminant pour se projeter dans l'avenir et évaluer si on sera dans un scénario haut, moyen ou bas. J'imagine que la dynamique économique des territoires jouera quand même un rôle, notamment sur l'évolution de la population active. Mais voilà, j'aimerais un peu en savoir plus sur le type de données qui sont utilisées pour effectuer ces perspectives démographiques. Je ne sais pas si Aurélien peut intervenir directement. Oui, alors nous, en fait, on s'est réparti un peu le travail entre travail sur la partie française et travail sur la partie suisse. Donc, sur la partie suisse, en gros, c'est les données soit de l'Office fédéral de la statistique, soit des cantons directement. Donc, des données qui viennent en gros des registres cantonaux des personnes, des données pour tout ce qui est population, les données ça s'appelle BevNat pour les naissances et les décès du côté suisse. Et puis, il y a des données migratoires du côté suisse qu'on n'a pas de façon aussi détaillée et pas de façon aussi directe du côté français. Puis, du côté français, c'est les données du recensement de l'INSEE et puis je me souviens plus le terme, mais en tout cas, les naissances et décès aussi qui proviennent de l'INSEE. Et puis pour les migrations du côté français, on ne les a pas directement. On doit un peu calculer les évolutions de la population d'un recensement à l'autre compte tenu des naissances et des décès. Et puis on doit faire par différence, on obtient en gros le solde migratoire, quoi. Et puis la question pour les scénarios, nous globalement, notre habitude à Statistico, pour parler de Statistico, enfin je pense il peut y avoir des habitudes différentes selon les services ou les personnes ou les organismes qui calculent des perspectives de population. Nous, en tout cas, on part de l'idée que le scénario qu'on présente comme moyen, c'est celui qui nous paraît le plus probable. Et puis, les scénarios hauts et bas se distinguent en gros du scénario moyen, souvent quand même par l'impact supposé d'évolution économique plus ou moins favorable. En gros, c'est surtout l'économie qui joue un rôle, en tout cas directement sur les migrations et de façon peut-être moins directe sur la fécondité ou la mortalité. Et puis, en tout cas, ce qui n'est pas forcément très intuitif quand on regarde l'évolution de la population, c'est qu'on se dit il y a des évolutions passées. Quand on regarde la population totale, on se dit voilà, peut-être on peut prolonger ou pas certaines tendances sur la population totale. Mais cette population totale, ce qu'on s'est rendu compte et ce qui n'est pas forcément très intuitif, c'est qu'il y a un vieillissement de la population qui est fort et qui joue un rôle avec le temps qui est de plus en plus important et qui fait que la population a du mal à se maintenir, même en maintenant des conditions passées. Et là, ce qui joue un rôle aussi important, c'est la baisse forte de la fécondité, le nombre d'enfants par femme qui diminue fortement depuis un certain nombre d'années. Et puis, par rapport à ça, c'est un phénomène assez inédit. On a du mal à savoir jusqu'où la baisse
peut se continuer ou pas? Est-ce qu'il peut y avoir des retours en arrière? Nous, on part globalement de l'idée que le niveau des dernières années est un peu comme un point de repère. Et ça paraît, quand on regarde les évolutions du souhait d'enfant des jeunes, par exemple, il a quand même tendance à diminuer. On a l'impression que rester à des niveaux d'il y a 10 ans, c'est presque impossible de revenir à ce niveau-là. Après, on peut se tromper. L'évolution a été très forte, elle était inattendue. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est aussi que cette baisse de la fécondité depuis la fin des années 2010 ou les années 2020, elle jouera un rôle a priori assez important sur la baisse qu'on a vue de la population jeune des 0-19 ans et puis du coup en cascade aussi sur la population active dans une vingtaine d'années, il y aura un effet qui commencera à se faire sentir là aussi avec une baisse de la population active, surtout chez les plus jeunes actifs. Voilà. Merci pour les explications. Merci. On a une nouvelle main levée. Valérie. T'entends pas. Pardon, j'ai Ok. un souci avec mon micro. Oui, merci pour votre présentation. Par rapport à cette baisse forte là, de la natalité, est-ce qu'il y a déjà des travaux qui ont été menés, dont vous auriez la connaissance, pour savoir euh, quels sont les leviers qui sont à nos mains pour favoriser ou pas ce taux de natalité. Est-ce que je reprends la parole? Oui, bah tu peux aller. Finalement, c'est le travail de base et tout le travail a été fait par Ouais. vous. Donc, Alors, on est content de t'avoir avec nous, hein. juste pour la vidéo, moi j'ai l'impression que j'ai un Wi-Fi qui fonctionne assez mal. Je suis en télétravail, donc j'ai pas osé mettre la caméra. Je pense que ça aurait été problématique, mais c'est pas voilà. Juste pour préciser. Pour ce qui est de la fécondité, euh, il y a quand même un certain nombre d'études qui essayent d'étudier ça. C'est vrai que j'ai l'impression que pratiquement personne s'attendait à une chute aussi rapide en peu de temps, en tout cas. Moi, ce que je peux dire par rapport à ça sur les leviers, bah, c'est assez compliqué. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai l'impression, comme ça, en ayant regardé, euh, enfin, il y a quand même une tendance en tout cas du côté suisse, à prévoir plus de places d'accueil pour les enfants, à quand même développer la politique familiale, même si c'est pas forcément. Enfin, on a l'impression peut-être que ces derniers temps, cette évolution est un peu moins rapide, que peut-être on a l'impression d'avoir rempli une bonne partie des besoins, ce qui est peut-être pas tout à fait vrai non plus. Mais ce qui ressort de certaines études, c'est qu'un développement fort de la politique familiale ne s'accompagne pas forcément d'une hausse mécanique de la fécondité. Euh, mais a priori, mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir ou développer la politique familiale, c'est plutôt qu'on a l'impression, comme ça, en lisant certaines études, que s'il y avait une diminution de la politique familiale, la fécondité pourrait fortement baisser, mais c'est plus une condition tout à fait suffisante pour tirer vers le haut la fécondité. Et puis, ce qui a eu lieu aussi ces dernières années, c'est toute une série d'incertitudes fortes. Ça peut être en lien avec le Covid, avec peut-être le réchauffement climatique, les guerres. Enfin, il y a toute une atmosphère qui paraît assez compliquée pour la jeunesse de s'imaginer fonder une famille. Et du coup, l'inconnu là-dedans, c'est un petit peu de savoir est-ce que c'est quelque chose qui est relativement passager, qui pourrait être suivi d'une remontée par la suite ou pas forcément. Et ce qui nous fait penser que ça ne sera pas forcément le cas, c'est par exemple en Suisse, il y a
l'enquête famille et génération, je ne sais plus si c'est le bon terme, qui Oui, étudie tous les 5 ou 10 ans, par exemple, les souhaits d'enfants. Et quand on regarde les souhaits d'enfants des 20-29 ans, du côté suisse, en tout cas, on pensait que ce souhait d'enfant était relativement stable à 2 enfants ou un peu plus, et on constate que sur le long terme, ça a quand même tendance à diminuer. oui. Bon, ce qu'il faut dire, c'est plus un débat de société que de démographe, purement démographe. On sait très bien que déjà l'âge du premier enfant a pas mal progressé ces dernières années. Donc, et la réponse, elle est pas dans une ou une autre mesure. Donc, c'est une réponse globale parce qu'on voit les pays scandinaves, ils ont quand même, en termes d'accueil, ils sont plus développés que d'autres pays, mais ils ont un taux de natalité qui reste dans la moyenne des autres pays européens. Ouais, c'est quelque chose qui est très complexe et multifactoriel. Mais Absolument. si je pouvais juste rajouter un élément qui peut peut-être t'intéresser, c'est que quand on regarde enfin, l'arc jurassien, en tout cas, du côté français comme du côté suisse, c'était plutôt des régions qui avaient une fécondité euh, supérieure aux moyennes nationales. Et puis, on voit que ces dernières années, c'est plus vraiment le cas. On est plutôt à peu près autour de la moyenne nationale. Canton de Vaud ou Neuchâtel, il me semble, c'est à peu près retombé au niveau suisse, alors que ça faisait une trentaine d'années que la fécondité était significativement supérieure. Et puis, du côté français, la fécondité, globalement, était quand même enfin, forte en Franche-Comté. Et puis, je ne sais même plus si c'est tout à fait au niveau de la moyenne nationale. Alors, parmi les facteurs aussi qui peuvent influencer la fécondité, alors du côté français, dans ces territoires frontaliers, qui sont quand même des territoires qui sont sous, sous tension du marché du travail suisse, on a des taux d'activité féminins qui sont assez élevés, même très élevés. Bon, c'est un phénomène comment dire, qui est connu, hein, qui existe aussi dans d'autres régions frontalières, par exemple à proximité du Luxembourg. Euh, des taux d'activité très très élevés du côté des femmes pourraient, comment dire, amener une fécondité un petit peu plus faible que par le passé également. Bien, il y avait encore une question de Karine, de STIS. Karine. Ouais, merci Nicolas. Oui, bah, du coup, votre dernière intervention vient un peu nuancer ma question-réflexion, c'est-à-dire il y a effectivement un décrochage là démographique très net. On pouvait peut-être dire que donc cet arc jurassien bénéficiait d'un solde naturel plus positif qu'ailleurs, on va dire en France et peut-être ailleurs en Suisse. Et là, le décrochage depuis les années 2020, mais du coup, au vu de ce que vous venez de dire, c'est pas forcément dû à un décrochage économique, c'est peut-être aussi euh, parce que là, comme d'autres collègues l'ont dit aussi, on est vraiment dans une problématique sociétale de très globale, hein. On fait de moins en moins d'enfants de manière générale pour plein de raisons. Mais cet espace-là était peut-être un peu protégé, entre guillemets, parce que ayant beaucoup d'attractivité économique, eh bien, en fait, les jeunes couples viennent y travailler, fondent des familles, des foyers. Donc, il y avait peut-être jusque dans ces années 2020 voilà, une natalité qui était plus soutenue qu'ailleurs. Et du coup, qu'est-ce qui se passe depuis 5 ans? Bon, les femmes travaillent et c'est compliqué parce qu'il n'y a pas forcément d'offres de garde, comme vous venez de le dire. Mais est-ce qu'il y a aussi peut-être un décrochage comme ailleurs, en fait, économique? Enfin, je ne veux pas lancer un Oui, débat d'une demi-heure à 11h04, hein, désolée. Mais...
Non, oui, l'anticipation d'un décrochage économique, on le voit dans le scénario bas. Donc, c'est de dire que l'économie va vraiment se détériorer ou les conditions cadres pour une croissance économique va se détériorer, d'où ce scénario. Mais par contre, dans le scénario moyen, c'est pris en compte. Dans les hypothèses, on formule quand même un certain nombre d'hypothèses qui sont basées sur le maintien des conditions économiques plus ou moins équivalentes à ce qu'il y a maintenant. Après, le décrochage ou l'amélioration viendrait appuyer un scénario à un autre, vers le haut, vers le bas. Si je dis pas trop de bêtises, bah, Aurélien pourrait compléter par rapport à ça. Ah oui, mais ce que je peux dire, c'est aussi que d'un point de vue 100% démographique, une population qui, sur la durée, a une fécondité inférieure à 2 enfants par femme, ça finit par avoir, par avoir une diminution de population qui peut être compensée par le sol migratoire. Donc, il peut y avoir le canton de Vaud, par exemple, qui est très dynamique économiquement, a une fécondité faible autour de 1,5 enfants par femme depuis des décennies, et puis arrive à garder une population croissante parce que le sol migratoire est globalement fort. Mhm. Après, un canton de Vaud avec un sol migratoire autour de 0, ça n'aurait pas été du tout la même histoire. C'est que, en gros, globalement, des populations pour maintenir l'arc jurassien, globalement, c'est une population globalement assez jeune. Quand on a une population assez jeune et une fécondité qui descend en dessous de 2 enfants par femme, même si les migrations ne sont pas très fortes, pendant une certaine durée, la population peut continuer à croître. Mais dans la durée, si les migrations ne sont pas si élevées que ça et que la fécondité passe de façon longue sous un niveau de 2 enfants par femme, la population finit par décrocher. Et puis là, ce qu'on voit, c'est aussi, par exemple, pour le Nord-Franche-Comté, on voit que notre scénario moyen, il anticipe. Voilà, donc là, c'est la Nord-Franche-Comté, canton du Jura, sur le graphique en haut à gauche. Il faut des hypothèses migratoires fortes pour maintenir la population. Et ce qu'on voit, c'est que c'est comme si, voilà, ces dernières années, la population a tellement vieilli, la base de la pyramide des âges se rajeunit, et dans le temps, en gros, une même fécondité, une fécondité autour de 2 enfants par... Ouais, c'est un mélange à la fois d'une fécondité faible et puis de migration. Pour la Nord-Franche-Comté, il me semble que le sol migratoire de la période, dans le scénario haut, est quand même remonté et même peut-être légèrement positif, mais ça suffit plus pour maintenir une population stable. Donc, en tout cas, ce qui est presque étonnant pour Parc du Doubs et agglomération urbaine du Doubs, c'est les courbes pour la population active qui est très stable jusqu'en 2040, et la population totale qui est globalement très stable. C'est aussi parce que la population est relativement jeune que les choses se passent comme ça. Si la population était plus âgée, je pense qu'on aurait une décroissance de la population totale. Mhm. Et puis, si je peux compléter par rapport au dynamisme économique, on le voit sur les quatre graphiques. Donc, ça traduit en quelque sorte aussi ce qu'il y a économiquement sur le terrain. Une partie sud un peu plus dynamique, sous l'influence aussi de l'arc lémanique, avec une attractivité résidentielle, avec plus d'emplois, avec un nombre de frontaliers plus élevé, ce qui contraste aussi avec le territoire Nord-Franche-Comté. Même en nombre d'emplois, on a une vue la progression est moindre que dans les autres territoires. L'histoire le cas du parc du Doubs, agglomération urbaine du Doubs, donc il y a déjà un dynamisme économique porté par l'horlogerie, notamment par les deux pôles économiques, la Chaux-de-Fonds et le Locle. Donc, dans ces prévisions, on voit qu'il y aura un maintien de l'emploi, même si on reste prudent, il y aura une stabilité. Donc, en quelque sorte, les,
les facteurs économiques qui peuvent écarter dans un sens ou dans un autre cette progression se déterminent les hypothèses. Mais dans le scénario moyen, on est sur une dynamique qui se poursuit. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci pour toutes ces questions, ces remarques et puis ces réponses apportées. Il est 11h10, on est ensemble depuis un bon moment. S'il n'y a plus de questions, je vous propose de clôturer cette séance. Donc vous retrouverez encore une fois le replay, il vous sera diffusé. Les documents présentés, les synthèses par territoire et sur l'ensemble de l'arc jurassien sont disponibles sur le site de l'Ostage, donc www.ostage.org ou arcjurassien.org au choix. Il me reste à remercier les intervenants, les participants et à vous souhaiter une bonne suite de journée. Merci, à bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir.